started to notice change in the weather pattern. Compared to the last few years, there was a sudden change. We have experienced the effects of climate change in a number of ways here in Fiji. For example, the Category 5 storm we experienced last year, it caused huge damage to our infrastructure, wiped out almost a third of our GDP. We lost about 44 of our loved ones. There was massive damage to schools and personal property and homes. Most of the damages that we are seeing right now has been contributed by climate change. Everything has changed from the certain to the uncertain. The rising sea levels have prompted villages to request government to ask for relocation. A lot of areas that were thought to be safe have now become danger areas. That's what climate change has brought. Le Gabon de Bongo, nous sommes là à Iaï, à l'entrée d'Otangé. Inondation totale après d'environ 15 minutes seulement. Inondation totale. C'est pas, on a dit, venez vous-même voyez. Non, Manitou, tu as de quoi? Oh, le pays. On est en danger au nom de Dieu. On est en danger. On a, mais voyez vous-même. Dieu. Le pays de Bongo. En pleine capitale, hein, on vous parle d'inondation totale. Inondation totale, vous voyez jusqu'à c'est le pont ou l'échangeur. Voilà. Regardez. Des populations désespérées devant les inondations à Port-Gentil. C'est la constance depuis le retour des grandes pluies. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la deuxième ville du Gabon font constamment de nombreux dégâts matériels et occasionnent des pertes importantes. Je me retrouve dans l'eau. Ici, le canal est bouché. Je ne sais même pas comment il faut traverser pour retourner chez moi à Massifou. Je ne sais même pas comment il faut monter ici, là. Maintenant, tu me dis où entrer ou sortir? Où entrer ou sortir? Le canal est bouché, qu'est-ce qu'on ferait avec nos petits-fils? On souffre ici à Wende Papa avec l'eau là. Maintenant, on cherche que le canal. Hein? Nous, on souffre. Regardez les maisons comme ça, ne dépendent de rien. À mon âge, là, regardez. Nous sommes à Nzayon, à la Gabofi. Vous êtes en face de la Gabofi, et ce que nous vivons là, vous êtes dans le salon. Vous voyez, on est à environ 90, 80 cm. On a 80 cm d'eau dans le salon. Vous voyez le lit, il est censé là. La chambre de la vieille. Voilà. Les chambres. On est complètement dépassé là. Complètement dépassé. On se demande comment on arrive à vivre ça à Libreville. Donc, Inondé. Oh, oui, il nage. Vous regardez? Ah bien potable. C'est dans l'eau. Comment 1997, Genève, la première conférence internationale sur le climat. C'est là où la mobilisation en faveur du climat a commencé. Seize ans après, la première COP s'est tenue à Berlin. Elle a fixé pour les parties des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le retour à Genève avec la deuxième COP en 1996 et la mise en place du secrétariat de la Convention. L'année suivante a connu un progrès significatif. C'est à Kyoto, au Japon, où s'est tenue la COP numéro 3 et pour la première fois, les parties se sont engagées à réduire d'au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre. Certains pays développés ont demandé l'égalité des devoirs en matière d'adoption des quotas d'émissions. Les pays en voie de développement ont estimé que cette demande n'était pas appropriée. Le désaccord a duré jusqu'à très récemment, en 2001, pendant la COP
7, à Marrakech, les parties ont scellé un accord final sur les quotas d'émissions qui est entré en vigueur en 2005. En 2009 à Copenhague, au Danemark, les parties ambitionnent de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Le protocole de Kyoto a été prolongé en 2012 pendant la COP 18 à Doha au Qatar. Il porte désormais sur la période 2013-2020. Cet amendement prévoit la réduction moyenne de 18% de leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et pendant la dernière COP, la COP 21 de Paris, les parties ont abouti à un accord universel sur le climat. Ils se réunissent cette année à Marrakech pour concrétiser les différents axes retenus dans l'accord de Paris. More than 20 years now, I have been focusing on combating climate change. Global climate protection has come a long way in that time. Building on the Kyoto milestones, we agreed on ambitious, achievable targets in Paris in 2015. Now, we need to add substance to these targets and implement them. So I'm all the more delighted that we will be seeing you at COP23 in the UN city of Bonn in November. Bonn is a place of real partnership and exchange, and I'm convinced that the spirit of Bonn will help us to find solutions. With the Republic of Fiji, we will have a country presiding over our conference which is affected by climate change more than any other. Rising sea levels, storm tides, and changing ecosystems have a concrete impact on people's everyday lives. We have no time to lose, and we will only master this huge task if we work together. I firmly believe that in Bonn, with our pooled expertise and our shared commitment, we will take a further step towards a climate-friendly, sustainable future. I look forward to seeing you. Tous ces textes, tous ces efforts conjoints méritent l'adoption d'un cadre unique universel. Et je dois le dire, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle. Un cadre qui portera au plus haut les ambitions des peuples et des gouvernements pour la protection de la planète. Un cadre qui établira des droits, mais aussi des devoirs pour l'humanité à l'égard de la nature et donc à l'égard d'elle-même. Ce cadre collectif, c'est le pacte mondial pour l'environnement. Je ne peux donc que louer l'initiative du président Emmanuel Macron de nous réunir ce jour pour poser les jalons du socle juridique devant garantir à chaque être humain le droit à un environnement sain, au même titre que la Charte universelle des droits de l'homme lui garantit ses droits civils et politiques. Derrière l'écran de fumée se cache Mine Doubé, la décharge publique de Libreville. Une fois les camions poubelles passés, des dizaines de ramasseurs, hommes, femmes et enfants, viennent plonger leurs mains dans les ordures, à la recherche de quelques bouts de métal et même de restes de nourriture. La nourriture avariée qu'ils amènent ici, qu'est-ce qu'ils sauvent faire de cette nourriture? Au lieu de creuser même un trou, mettre ça à l'intérieur, mais ils font quoi? Ils prennent des produits chimiques, ils versent sur la nourriture et ils envoient ici à la poubelle. Bon, moi, si j'ai faim, moi, je vais prendre cette nourriture. Et on a l'habitude de le faire ici. Il serait aujourd'hui plus de 500 à vivre dans cet enfer où les détritus en décomposition donnent l'impression que le sol est en feu. Vous voyez la fumée là, c'est là d'où tous les habitants, je peux dire,
80% habitent là. Là, vous voyez la fumée là. Vous allez remarquer des citernes qui viennent déverser la merde, les excréments et tout. Ça passe devant chez nous. Et des fois, même les caniveaux sont bouchés, et puis ça fait de la saleté. Bon, l'eau rentre partout, même chez nous. Donc ils partent même vider la chie là-bas, les excréments là. Oui. Non, mais moi je fais. Alors là, vous pouvez voir, voici les excréments. C'est sûr que ce sont des trucs qui ont été pris dans les fosses. Donc on décharge tout à Mindoubé en fait. Mindoubé, c'est tant pis pour ceux qui y vivent. Hein. Je ne sais pas, on nous casse les oreilles avec plus de 1000 km de routes bitumées. Je ne sais pas qui disait sur les réseaux sociaux qu'Ali Bongo a construit en 7 ans plus de routes que son père. Mais vous voyez, l'état de route, c'est comme ça partout dans le Gabon. Mais ici, je vous ai un peu vous inviter à regarder, à constater le réseau électrique. Il y a des gens qui passent et qui vivent sous ces câbles-là. Voilà. Nous sommes à Mindoubé, quartier Mindoubé Terminus. Vous êtes en 2017 au Gabon, à Libreville, la capitale politique. Les câbles électriques passent sur la toiture. C'est-à-dire les câbles sont posés. Les câbles reposent sur la toiture. Une habitation, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir les voies. C'est-à-dire il y a des gens qui vivent dans ces endroits-là. Regardez les habitations où les câbles électriques passent. Je crois que vous pouvez vous rendre compte vous-même. Voici une entrée. Voici l'entrée de la maison. Regardez le petit. Il s'en va rentrer chez lui là. Regardez où il s'en va. Voilà. Ce sont des habitations de fortune. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui vivent ici. Nous sommes au niveau de Mindoubé. Regardez les choses du Gabon, la SEG. Regardez l'eau. L'eau qui coule du robinet. Il est 11 h. Tu ouvres l'eau. Voilà ce qui en sort. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas quoi dire. Mais bon. Abaminko. Abaminko. Il a fait péter déjà la SEG, ça c'est sûr. Ça. 3 affaires en 1985 et 1988 vont bouleverser la société gabonaise, avec l'arrestation de 3 auteurs de crimes rituels. D'abord, l'affaire Panzou. Ce dernier, épinglé par la gendarmerie, avait en sa possession des sacs contenant des organes humains. Il avouera tous ses crimes et dénoncera ses commanditaires dans une session des assises à huis clos. Malheureusement, son dossier disparaîtra mystérieusement au tribunal et les acteurs impliqués vont recevoir des affectations disciplinaires. D'autres sans laisser de traces. Quant à Panzou, il va être libéré quelques mois plus tard en toute indiscrétion. L'affaire Koum Mangan. Ce dernier était un dignitaire de l'Ambaréné. Nganga et gourou d'une secte fétichiste adepte de sacrifices humains. Il avait en plus la caractéristique d'être le fournisseur en pièces détachées humaines de certains hiérarques du pouvoir et système PDG. Et enfin, l'affaire du tristement célèbre Mbantem et sa secte Mvoenyin, la vie tranquille en langue fan. Ce dernier pratiquait un rituel assez répandu dans les sectes gabonaises, le sacrifice humain et le cannibalisme au cours des cérémonies de rituels. Après la découverte de cette horreur, on croyait que la société gabonaise allait se ressaisir et que les valeurs morales et sociétales qui fondaient cette société
devait toujours être défendue par nos aînés. Malheureusement, ces valeurs ont fini par prendre du plomb dans l'aile. En 2000, l'horreur va continuer avec l'assassinat de Paul Mikembi, fonctionnaire d'État au quartier Alibandais dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Son corps, affreusement mutilé, fera la une des journaux. Tiens, c'est papa. Voilà, là, il y a papa qui arrive. Le médecin nous a dit, votre père va mourir, quoi. Et c'est un cancer du poumon dû au radon. T'imagines toute la poussière qu'il prenait, là. Et là, ça m'est tombé dessus. Je me dis, c'est pas possible. Et puis alors, avec le décès de papa, des gens nous ont appelés, on se téléphonait entre amis, donc des anciens du Gabon, et on me disait, mais un tel est décédé, un tel est malade, a aussi un cancer, et l'autre, oh mais tu ne savais pas, mais une telle est... Alors là, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de cancers, des femmes, des hommes, et au Gabon, on ne sait pas, hein, on n'en entend pas parler. Donc on s'imagine que c'est la même chose, et puis que tout ça c'est dû à l'uranium en fin de compte. On s'est dit c'est pas possible. De toute façon là-bas on nous disait que tant que l'uranium n'était pas traité en France, eh ben on ne risquait rien. Voilà. Une photo qui me révolte. Jacqueline Godet a vu mourir son père, sa mère et son mari, tous les trois emportés par un cancer en quelques mois. Ils ont longuement séjourné et travaillé à Mounana au Gabon, dans une mine d'uranium, propriété de la Comus, filiale d'Areva. Jacqueline et sa sœur Monique habitent désormais Mulhouse. Pour elles, aucun doute, leurs proches sont des victimes de l'industrie de l'uranium. On voit encore le puits d'eau clos, je crois. Tout a été inondé. Mon père est décédé, mon mari d'abord, mon père décède après. Et en même temps qu'on se pose ces questions, en même temps qu'on commence à se révolter, c'est maman qui tombe malade d'un autre cancer aussi. Ça fait 3 morts successives de cancer. Je sais, en France, il y a des cancers partout, bien sûr. On entend parler de cancer partout. Mais là, dans cette famille, 3 cancers, 3 personnes qui reviennent du Gabon, peu de temps après. Hein. Tous ces amis aussi qui décèdent ou qui sont malades, on dit maintenant ça suffit. Mounana, Gabon. L'ancienne cité des cadres est à l'abandon. Vestige d'une époque faste qui faisait vivre toute la région. La mine a fermé en 1999. Les expatriés sont partis. Les mineurs, eux, sont restés avec leurs familles. Mais ils n'ont plus de travail.
Seule consolation, ils ont pu garder leur logement dans les cités ouvrières de la vallée. Mais depuis quelques mois, de mauvaises rumeurs circulent. Les maisons auraient été construites avec des stériles miniers radioactifs. Expliquez-moi un peu. Bon, mais là, on a 2 cartes de l'exploitation minière d'uranium à Mounana. Vous avez ce côté-là, la première carrière, qui est sur la carte là. C'était la première carrière d'exploitation, qui s'appelait la carrière de Mounana. Et puis, on a eu une deuxième exploitation qui est située, qui était une exploitation souterraine, je crois, celle de Bouyindi. Et après, on est repassé ici, ça c'est l'exploitation de Clos, une carrière aussi, qui aujourd'hui est remplie d'eau, maintenant vous voyez. Il a été démontré, évidemment, que certaines maisons ont été construites avec des matériaux radioactifs. Et il y a des gens, certainement, des entrepreneurs, qui se sont servis de ce sable-là pour aller construire les maisons. Ça a été démontré. La preuve, peut-être, qu'est-ce qui dit que cette maison dans laquelle je suis n'a pas été construite avec ces mêmes matériaux? Vous voulez qu'on vérifie? Oui, mais je veux bien, hein. Il faut bien vérifier. Oui. Je vais faire une mesure à distance du sol, et après je ferai une mesure au sol. Il faut faire 2 mesures en fait, hein. Ça dure à chaque fois 4 minutes à peu près. Nous avons été formés à l'utilisation d'un compteur Gégère, qui va nous servir tout au long de notre enquête. Donc je le mets au sol pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, on est à 0,78, c'est-à-dire la radioactivité naturelle c'est 0,10, on est à 8 fois la radioactivité normale. Vous le saviez? Ben non. Comment vous réagissez de savoir que votre maison est radioactive là? Mais j'ai réagi comme tout le monde qui peut savoir qu'il est en danger. Moi je suis en danger. Et tout en sachant que je suis dans le danger, mais ma réaction c'est laquelle? C'est peut-être de quitter la maison, s'il faut maintenant. De la colline, domaine des cadres de la mine, jusqu'à la vallée, cité des ouvriers. De nombreuses maisons de Mounana seraient marquées par la radioactivité. Dans la cité Rénovation, 3000 habitants vivent dans 660 logements. La IEA, Agence internationale à l'énergie atomique, a contrôlé ces bâtiments et recommandé la destruction d'une vingtaine de blocs. Un seul a pour l'instant été démoli. En attendant leur expulsion, les habitants continuent d'habiter ces maisons inconscients du danger. On a fait la mesure ambiante, là c'est 0,41, maintenant on va faire la mesure au sol pour voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Ah, on sent que ça va bien. Un danger silencieux, inodore et totalement invisible. 0,58. Oui. Il n'y a pas de colère, les gens ici ils ne sont pas en colère. Mais on ne sait pas à qui ça prend. C'est ça le problème. Les gens qui nous ont gérés ont mal géré. Donc on ne sait pas. On ne sait pas qui. S'il faut créer un attroupement pour aller voir quelqu'un, on ne sait pas chez qui aller. Surtout que les enfants ici ne sont même pas suivis. On ne sait pas qui atteint la radioactivité, qui n'est pas atteint. On est là tous dans l'ignorance. La radioactivité se concentre surtout dans les dalles des maisons. Une radioactivité ambiante sans danger immédiat, mais qui, cumulée dans le temps, peut largement dépasser la dose maximale annuelle admissible. La pollution radioactive est partout, jusque dans les lieux publics. Le supermarché de la cité par exemple, mais aussi le marché couvert. C'est un destin total. Total. Mais pourquoi les riverains vont vivre jusqu'à ce point mal comme ça? Est-ce que l'argent du pays ce n'est que pour les riches de ce pays? Rendez-vous compte qu'il y a un journal qui est sorti aujourd'hui, qui est sorti il y a 3 jours, la calotte, qu'un individu a plus de 100 milliards dans ses propres comptes. Et le budget d'un État, des États,
Regardez comment on vit. Des eaux. Et qu'est-ce que le ministre vient de dire demain à la télévision ou à RFI? Qu'est-ce que le mensonge? Que tout va bien? Que tout va bien comme ça? Mesdames, messieurs, jusqu'à quand vivons-nous comme ça? Qu'on ne peut pas parler, nous met en prison. On attrape tout le monde pour dire la vérité. Madame, attends, écoute. C'est trop. Moi, c'est que je... C'est trop. C'est trop. C'est trop, on ne peut plus. Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Dit émergent. De quel émergent parle-t-on ici? Comme ça? Dans la mer, dans les microbes. Mais comment ça te fait dire que nous, les populations, nous souffrons? Où j'ai vu moi-même? C'est un scandale. La cuvette, venez voir. C'est autre chose. Allez-y voir. Le petit village, venez voir. Vous verrez de vos yeux. Il n'y a pas de, il n'y a rien. Voilà encore. Les familles vont dormir où? Mesdames, les enfants, les compteurs de courant sont dans l'eau. Vous vous réveillez en pleine nuit avec les enfants. Vous ne savez plus où mettre la tête. Les bébés. Mon Dieu, Ali, le pays que tu as dit que le pays, ton pays émergent. Mon Dieu, Ali, qu'est-ce que les populations gabonaises vous ont fait de mal? Qu'est-ce que les populations démunies comme nous t'avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions souffrir comme ça, mon Dieu? Regardez-nous, suivez-nous.